Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Alors avec une émission un peu spéciale puisque nous allons remettre les prix des trophées Eurobois 2018 et je me tourne vers Florence Monpeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du salon Eurobois et donc on a des trophées. Pourquoi les trophées ? Alors c'est important pour un salon comme Eurobois d'aider les entreprises à valoriser leurs innovations et de leur permettre d'avoir un salon qui soit aussi une plateforme de lancement de leurs nouveaux produits. C'est pourquoi nous avons travaillé sur ces trophées Eurobois pour leur permettre justement d'être dans ces logiques de valorisation. Comment ça s'est passé? Combien avez-vous eu de dossiers? Combien de lauréats? Et combien aurons-nous de gagnants? Alors on a eu énormément de dossiers cette année. Je crois que ce qui caractérise cette édition 2018, c'est effectivement toutes ces performances et ces innovations qui sont présentées aujourd'hui par les entreprises. 12 entreprises d'entre elles ont été nominées par un jury composé de 8 professionnels, sous la présidence d'Arnaud Godevin et de l'École supérieure du bois, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour sa participation et son implication sur ces trophées. Et nous aurons donc 5 lauréats qui vont être primés et nominés dans quelques temps. Lauréats qui vont recevoir un prix, une statue, on va dire, qui a été réalisée par les Compagnons du Devoir, c'est ça? Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Tout à fait. Nous travaillons en étroite collaboration avec les Compagnons du Devoir et c'était aussi important qu'ils soient associés à cette démarche de valorisation de l'innovation et je les remercie également chaleureusement. Alors, sans dévoiler les lauréats, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez retenu de ce concours et de ce que vous avez vu comme innovation? Qu'est-ce qui, pour vous, a été la chose un peu étonnante ou Je crois que ce qui me frappe à chaque fois, c'est la passion des acteurs de cette filière, l'enthousiasme des entreprises, leur recherche d'aller toujours plus loin, leur volonté de faire toujours mieux. Je crois que c'est ce qui caractérise l'ensemble des entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Sur l'ensemble des segments de marché de la filière du bois qui sont présents aujourd'hui, il y a des innovations qui sont exceptionnelles. Je ne veux pas trop en dire plus parce que je ne veux pas révéler effectivement les entreprises qui sont récompensées aujourd'hui. Mais je crois qu'il voilà, y a énormément de choses qui se passent. Il y a des vraies mutations de marché, il y a des enjeux au niveau de la filière autour de l'innovation, la numérisation, la digitalisation, la volonté aussi pour les entreprises d'apporter de nouveaux services et d'apporter de la différenciation à leurs clients et c'est ce qui va être récompensé aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup. Et merci puis tout de à suite, on va aller voir qui sont les gagnants. Très bien, merci. Merci. On se retrouve maintenant avec le président du jury, Arnaud Godevin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'École supérieure du bois de Nantes. Rapidement, une petite présentation de l'école. L'École supérieure du bois est un acteur de la formation qui a plus de 80 ans maintenant, fondé en 1934 et installé à Nantes depuis 25 ans maintenant. Une seule préoccupation, accompagner le développement des entreprises par la formation, la recherche et le transfert de technologie pour faire relativement simple. Alors pourquoi vous vous intéressez à un concours de l'innovation d'un salon consacré au bois et à la machine? On ne s'intéresse pas à l'innovation que dans le cadre du salon, on s'intéresse à l'innovation d'une manière générale. Et il me semble extrêmement fondamental que nos jeunes soient tournés vers justement les problématiques liées au développement de marché. Il n'y a pas de développement de la filière bois sans marché. Je crois qu'on peut faire toutes les innovations technologiques que l'on veut. S'il n'y a pas de marché, ça ne fonctionnera pas. Donc il est extrêmement important que nos jeunes soient formés à comment détecter de nouveaux marchés, comment essayer d'améliorer, comment essayer d'être compétitifs. Si ce n'est pas le cas, eh bien, effectivement, on ne mettra pas un mètre cube de bois dans la construction, on ne mettra plus de meubles, on ne mettra plus rien de tout ça. Et donc il est fondamental qu'effectivement, à la fois nos jeunes et peut-être nos moins jeunes aussi, parce que l'innovation, ce n'est pas un cours, ce n'est pas une matière, c'est un état d'esprit. C'est une volonté de la part des entreprises, effectivement, d'aller un petit peu plus loin, de dépasser ses habitudes, de sortir de ses zones de confort. Je l'entendais à l'instant, passer à la notion de service et non pas forcément à la notion de produits, de matériel et de ce genre de choses, mais d'avoir une approche beaucoup plus globale. Donc une approche globale. Donc, en tant que président du jury, et puis avec les membres du jury, qu'est-ce que vous avez retenu de cette édition? Qu'avez-vous, qu'est-ce qui vous a marqué? C'est un peu la même question que j'ai posée tout à l'heure à Florence. Quelles sont les choses qui vous ont marqué et comment avez-vous voulu orienter finalement vos récompenses? Alors, effectivement, nous étions 8 membres du jury. On a chacun pu s'exprimer sur ce qui nous avait marqué en fonction
de nos histoires respectives, de nos centres d'intérêt, etc. Et très clairement, on a eu une forme d'unanimité. Enfin, les choix sont tombés assez naturellement. Donc on n'a pas cherché. Vous n'avez pas cherché. Il n'y a pas eu de grand débat ou quoi que ce soit. On n'a pas voulu catégoriser. On n'a pas voulu faire tout ça. On a vu des choses extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'on a à la fois des développements qui relèvent du bon sens, de l'envie d'aller un petit peu plus loin sur des marchés qu'on connaît très bien. Et c'est le petit truc en plus qui fait que ça devient génial. Et puis, à l'inverse, on a vu aussi des propositions qui relèvent de démarches beaucoup plus lourdes pour certaines structures où on a mis beaucoup de moyens, on s'est fait accompagner, etc. Donc c'est extrêmement hétérogène. Je crois que s'il y avait un mot qu'il fallait retenir, c'est celui de l'hétérogénéité. Mais on sent derrière toutes les présentations qui nous ont été faites, et je voudrais remercier les entreprises qui ont effectivement accueilli ce jury sur le stand pour expliquer le produit, l'innovation, le service, etc. Oui, l'hétérogénéité. C'est vraiment, ça part dans tous les sens et c'est plutôt bon signe. Ça part dans tous les sens, c'est intéressant. Et puis on va le voir tout de suite avec donc les 5 lauréats que vous n'avez pas classés. Il n'y a pas de grand prix. Non. Chacun a un prix. Non. C'est pas les awards, c'est pas les globes, c'est pas tout ça. Il n'y a pas de prix du jury. C'est 5 lauréats qui se caractérisent chacun à son niveau pour l'innovation qu'il a apportée. Je tiens à préciser une chose que souvent, pour le grand public, l'innovation, c'est la rupture. C'est-à-dire quelque chose de génial. C'est l'iPhone qui n'existait pas et qu'on va créer, etc. L'innovation, c'est pas complètement ça. C'est aussi de l'incrémental. C'est des petits pas qui font que progressivement. Si je devais continuer à répondre à la question, mais je n'irai pas plus loin que ça, ce qui m'a aussi surpris, c'est que finalement, j'entends beaucoup depuis un certain nombre d'années que notre filière, notre matériau est à part, est différent. Et chez nous, ça ne se passe pas comme ailleurs, etc. J'ai quand même vu de nombreuses innovations qui me laissent à penser qu'on devient aussi comme les autres. Et ça, c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'effectivement, on a des technologies qui viennent de l'extérieur, qu'on s'approprie, qu'on adapte. Et c'est aussi un critère d'attractivité, à la fois pour nos jeunes, quand on veut recruter dans les écoles, etc., mais aussi quand on veut associer d'autres matériaux, quand on veut associer d'autres savoir-faire. Si on veut mettre du bois dans la construction, il faut convaincre non pas les gens du bois, mais les gens du béton. Et si on propose des solutions qui sont innovantes et qui leur montrent que ça marche, on a tout gagné. Ah, donc on n'est plus dans son coin. Non. On fait partie d'un tout. Je vais faire un mauvais jeu de mots. On sort du bois. Alors sortons du bois, et puis on va sortir du bois les lauréats aussi. Et je vais vous demander d'appeler la première personne qui représente quelle entreprise. Alors effectivement, donc il n'y a pas d'ordre, c'est un ordre alphabétique histoire de froisser personne. Et j'ai le plaisir d'appeler monsieur Emmanuel Trocon de la société A2C qui s'est distinguée par le produit Robomob. Pardon. On peut applaudir bien sûr. Prenez le micro. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est quoi ce produit ? Le Robomob, c'est l'histoire d'une belle aventure. Approchez un petit peu votre micro. Le Robomob, c'est une belle aventure. C'est un système qui a été initié à la base par mon ami et partenaire Patrick Mouchen, le président d'IMAX Pro et de Mobic, charpentier belge très fameux. Patrick a créé ça pour ses besoins propres, parce qu'il voulait absolument franchir différentes étapes industrielles, notamment le 4.0, le lien entre la digitalisation et la production. Rendre aussi des tâches moins pénibles, plus efficaces. Nos sociétés ont des savoir-faire qui sont très complémentaires. Nos équipes s'entendent bien et on partage le sens de l'innovation et l'enthousiasme pour cette création. Et ensemble, on met à profit les capacités réciproques de nos équipes pour créer cette solution. Alors, cette solution, l'innovation, elle est où ? Pour moi qui suis un néophyte. Dans le Robomob, si vous voulez, l'idée c'est de prendre un robot industriel tel qu'on l'utilise dans le monde de l'automobile au jour d'aujourd'hui, parce que l'industrie du bois est une vraie industrie du bois. Et on a l'audace, Patrick, son équipe et la nôtre, de penser qu'on peut vraiment passer des caps industriels à ce niveau-là. Donc Patrick a imaginé des systèmes permettant de dessiner des objets et de faire une plateforme directe, un lien direct entre ce que l'on dessine de manière digitale et ce que le robot fabrique. Et il est extrêmement polyvalent, c'est-à-dire que le Robomob est capable de faire non pas une tâche, comme on a l'habitude de les voir dans le domaine de l'automobile, par exemple, du style peindre un véhicule ou poser un pare-brise, mais faire des tâches qui vont permettre d'accompagner les constructeurs bois dans leur développement. Un robot peut commencer par faire des opérations de clouage, puis évoluer vers du collage, vers de la pose d'isolation, vers de l'assemblage structurel, vers de l'usinage. Donc on va très loin. Il va très loin. Qu'est-ce qui a plu au jury
avec ce robot? Je crois que c'était mon dernier propos, c'est qu'effectivement, on sent bien que la digitalisation, la robotique est quelque chose qui accompagne tous les secteurs d'activité. Et j'ai envie de dire que finalement, la filière bois aussi s'y met. On a vu très peu de robots dans les entreprises et là, on a effectivement une tentative d'aller vers de nouveaux outils pour pouvoir être plus compétitif et aller de l'avant. Il y a aussi un aspect que j'ai noté dans votre discours, c'est celui de l'attractivité vis-à-vis des jeunes. Parce que c'est un moyen d'attirer un public jeune et moderne, entre guillemets, à ces technologies qui font partie de l'inconscient des jeunes au jour d'aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison que l'industrie du bois soit à part des autres industries, comme vous le soulignez tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir et puis vous pouvez repartir avec ce beau trophée. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci. On va faire une petite photo dans l'autre sens. C'est la technique qui a... Ça y est, c'est fait. Alors merci. Et puis je vais vous demander d'appeler le second lauréat. Alors vous voyez qu'on va être très éclectique, puisqu'on va passer de produits high-tech, connectés, etc., à quelque chose d'un petit peu plus original, puisque j'ai le plaisir d'accueillir M. Christophe Caboret de la société Alsafix, avec le clou en bois. Dit comme ça fait un peu... c'est très original. Voilà, très original. Alors c'est quoi? Bonjour. C'est quoi ce clou en bois? Tout est dit dans le nom, c'est un clou en bois. On est parti de la constatation que nos clients et que nos utilisateurs sont des amoureux du bois, comme nous. Et pour réduire l'impact du métal dans la construction, on est passé sur une solution d'un clou fait en bois. Comment ça fonctionne? Parce qu'on a tous l'image, alors je vais reprendre l'image du néophyte que je suis, mais si je mets un clou en bois, ça ne va pas rentrer. Comment ça marche? Alors c'est pas un simple bout de bois qui a été taillé. Il y a toutes des années de recherche derrière. Ça va fonctionner exactement de la même façon qu'un clou métallique. Vous allez avoir un cloueur pneumatique qui est associé. Vous allez avoir un rouleau de pointe qui va contenir donc ces pointes en bois. Et vous allez tirer le bois donc, pour fixer du bois sur du bois. Si vous regardez, le clou en lui-même est un clou lisse, sans tête. C'est le fait que ce soit du bois. Lorsque l'on va tirer ce clou, il va être échauffé. La lignine contenue dans le bois va fusionner avec les lignines du bois que l'on veut fixer. Et c'est comme ça qu'on va finalement reconstituer le bois et faire la fixation. Alors, même question, qu'est-ce qui a plu au jury Je crois que c'est un... Enfin, je me tourne vers mes petits camarades de tout à l'heure. C'est un sujet qui nous a beaucoup fait parler. J'ai presque envie de dire, pourquoi ça n'a pas été inventé avant, quoi? Le clou en bois, voilà, il fallait... C'est des questions qu'on nous a posées. Alors pourquoi ça n'a pas été inventé avant? Alors il y a des grosses contraintes techniques derrière. Avec notre partenaire autrichien qui s'appelle Beck, on a longtemps travaillé dessus avant de trouver vraiment le bon compromis, le bon résultat en termes de tenue aux efforts, en termes de résistance du clou directement et également de la machine adaptée à tirer ces clous en bois. Enfin, si je peux me permettre, effectivement, ce n'est pas qu'un clou, c'est surtout... Approchez votre micro. Pardon. Ce n'est pas qu'un clou, c'est aussi tout ce qui est autour. C'est-à-dire c'est les outils d'aujourd'hui dans le secteur métallique, j'ai envie de dire, qui sont adaptés à cette pièce bois rapportée. Ce n'est pas la cheville du charpentier telle qu'on la connaissait, qui a été, comment dirais-je, fondue et posée après perçage. Là, il n'y a pas de pré-perçage, il n'y a rien de tout ça. J'ai envie de dire, pour le compagnon qui va poser, c'est complètement transparent. Ce qui est intéressant avec ce système, parce qu'on parle vraiment de système, c'est que ça ne va pas déroger aux habitudes des utilisateurs. C'est une grande innovation. C'est peut-être même une vue de l'esprit de rester dans la famille du bois. C'est une grande innovation. Mais dans l'utilisation de tous les jours, on va utiliser, comme on utilise les cloueurs Alsafix, comme on utilise les compresseurs, comme on utilise les clous, on va avoir cette solution avec tous ces avantages. Comment les compagnons, les gens qui viennent sur votre stand, les regardent, les reçoivent? Beaucoup d'interrogations. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vrai? Des tests. Le jury, d'ailleurs, s'est posé beaucoup de questions, a été très curieux. C'est un travail d'explication, de test. On aime bien, chez Alsafix, faire essayer les gens. Les gens du bois aiment bien toucher, aiment bien essayer les appareils, aiment bien voir comment ça marche. Donc, justement, les gens sont curieux et sont très agréablement surpris du résultat final. Écoutez, merci beaucoup. Et je précise que vous aviez déjà eu un prix à Batimat. Tout à fait. Voilà. Je vous remercie. Bravo. N'oubliez pas votre trophée.
Un petit temps d'arrêt pour la photo. Et je vais vous demander d'appeler le troisième lauréat. Alors, on va passer de l'objet déconnecté au service hyper connecté. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Maziès, qui est le directeur de la filiale France de Biesse. Pour son projet, son service, pardon, c'est plus un projet, c'est la réalité, je crois. Sophia existe. Oui, c'est plus qu'une réalité virtuelle. Voilà, Sophia, c'est l'IoT, en fait, Internet of Things. Il existe aujourd'hui plus de 50 milliards d'objets connectés. C'était dans le monde. C'était pour nous la suite logique après l'industrie 4.0, les solutions 4.0, de développer la connexion des machines entre elles, de développer la maintenance prédictive et au travers ça, un véritable accompagnement vers des entreprises à qui on déversait de la numérisation, des entreprises de type PME, TPE, où il fallait avoir un réel devoir de conseil. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Essayez d'expliquer un peu ce que permet. Alors, sans rentrer trop techniquement dans le détail, Biesse a développé ce logiciel avec Accenture. Accenture, c'est le leader mondial, c'est plus de 435 000 personnes dans le monde, un peu plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, comment ça se passe? On équipe un client d'un centre d'usinage avec une technologie 3, 4 ou 5 axes. Ce centre d'usinage exporte des données sur un cloud, Microsoft Azure. Et un centre d'usinage exporte 60 000 données par jour à peu près, donc qu'on analyse et auxquelles on cherche à donner des remèdes par la suite. Quand une machine est en panne, ça marche d'une façon très simple, avec un feu tricolore, vert, jaune et rouge. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la partie rouge, des machines arrêtées, machines down. L'opérateur n'a plus à appeler le service après-vente de Biesse France. C'est le technicien hotline qui vient regarder, scanner quel feu rouge, regarde de quel client, de quelle typologie de machine il parle. Et on va tout de suite sur le cloud analyser des données machines et trouver des solutions. À ce moment-là, on appelle le client et on lui dit la machine est arrêtée, et on explique que c'est un senseur, des axes Z, un capteur, et on amène une solution. Ça va permettre de gagner beaucoup de temps, c'est ça? Ça, c'est la première partie. Ça va permettre de gagner beaucoup de temps et d'argent, d'une part à un client et d'autre part à un fournisseur, un producteur de machines. Mais le deuxième côté intéressant de ce logiciel, c'est qu'après avoir analysé toutes ces données, on aura un véritable devoir de conseil. C'est-à-dire que sur un smartphone, on peut donner à notre client ou même on aura la même application qui permettra d'une façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, d'analyser des informations qui seront arrivées. Informations pour améliorer le TRS, le taux de rendement d'une machine, où on essaiera de trouver des solutions avec lui pour supprimer tous les aléas. Aléas humains en termes de formation, de manque de compétences, aléas matière, aléas outils, aléas machines. Peut-être qu'on peut avoir une infiabilité qui sera détectée d'une façon beaucoup plus rapide et auquel on amènera une solution. La question au président du jury, pourquoi? Je crois que ce qui nous a séduit, c'est effectivement une étape qui se franchit, c'est-à-dire que la sensation qu'on en a, mais je ne peux pas parler au nom de monsieur Maziès, pardon, et ce n'est pas du tout mon rôle, mais en tout cas, la sensation qu'on en a, c'est que Biesse n'est plus un marchand de machines, si j'ose dire, c'est un coproducteur, c'est-à-dire que finalement, il y a un partage d'informations qui permet d'anticiper effectivement et qui permet d'accompagner le chef d'entreprise dans la connaissance de l'information qu'il a de ses temps d'occupation machine. On a une espèce de garantie de temps d'usinage finalement, avec un peu d'anticipation, de la maintenance préventive et prédictive, etc. etc. Oui, là, clairement, on assiste à une mutation. On est dans la rupture. Je ne sais pas si on est dans la rupture. Tout à l'heure, quand je disais qu'on assiste à l'intégration d'outils qui existent par ailleurs, clairement, Biesse opère une mutation qu'on connaît par ailleurs. Je prenais l'exemple de Michelin qui aujourd'hui vous garantit 30 000 km, il ne vous vend plus des pneus, il vous garantit une distance. Biesse vous garantit un temps d'ouverture de ces machines pour produire. Une dernière question. Pourquoi Sophia? C'est venu comme ça? Parce qu'elle était jolie. Parce qu'elle était jolie. Parce qu'elle était jolie. Vous pouvez partir avec votre trophée et on peut encore applaudir. Et on arrive au 4e lauréat.
Et c'est une lauréate, si j'ose dire, puisque c'est Madame Sandrine Sarabert, qui représente l'entreprise Rehaut, qui va nous présenter son nouveau produit pour l'agencement en particulier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, notre produit, effectivement, c'est le Revisio Crystal Mirror, donc un produit d'agencement en fait, créatif et innovant. Donc là, on n'est plus dans les machines, plus dans les clous à bois. On réfléchit sur les polymères, parce que Rehaut, à la base, on est transformateur de polymères. Donc notre métier, c'est de réfléchir sur des solutions innovantes et créatives qui permettent de compenser en fait, les inconvénients des matériaux traditionnels. Et donc là, aujourd'hui, on vend en fait, des produits de matériaux de surface, donc comme le miroir et comme le verre, qu'on remplace par des polymères. Et donc nous sommes sur des ensembles en fait, qui permettent de travailler, de construire, de fabriquer des meubles tout en miroir et tout en verre pour avoir des choses qui se confondent complètement dans votre intérieur. Moi, donc on est d'accord, c'est pas de la glace, hein, c'est du. Oui. Voilà, c'est du polymère complètement. C'est du polymère complètement. C'est quelque chose dans lequel je peux me regarder. Oui, tout à fait. Quel est l'intérêt d'utiliser ceci? Alors, l'intérêt avant tout, c'est la fabrication, donc pour le transformateur. Donc, ça permet effectivement de pouvoir transformer chez lui du miroir avec des outils à bois conventionnels, traditionnels, donc le perçage. Je n'ai pas besoin de pointe de diamant pour découper, je le fais avec mes outils habituels, c'est ça. C'est-à-dire que vous proposez quelque chose, un miroir, qui est un miroir finalement que je vais pouvoir découper avec ma scie à bois. Percer, graver, etc. Graver, faire absolument ce que je veux. Tout à fait. Très intéressant aussi pour tout ce qui est intégration de technologies embarquées. Donc c'est vrai que c'est une thématique qui est vraiment très intéressante en ce moment. Pourquoi intéressant sur ce plan-là? Alors en fait c'est donc sous forme de panneau, hein, donc on a sous forme de panneau, ou sous forme de slim en fait 4 mm, mais vous pouvez le défoncer en fait par l'arrière, intégrer tout ce qui est rétroéclairage, tout ce qui est nouvelle technologie sur des miroirs qu'on voit habituellement, mais beaucoup plus complexes à réaliser. Et grâce à nos solutions, effectivement, le fabricant il gagne en gain, en argent, en productivité à tous les niveaux. Voilà, et il travaille avec ses outils. Oui. Et ensuite, pour le consommateur final, effectivement, on a une esthétique en fait, qui est identique au miroir véritable, tout en ayant un matériau durable dans le temps, puisqu'il n'y a pas de phénomène de rouille, anti-buée, etc. Donc on a encore d'autres avantages grâce à nos matériaux polymères. Ça ne va pas se ternir dans le temps. Non, je vais toujours pouvoir me regarder dans le beau miroir. Qu'est-ce qu'il y a plu au jury? Très clairement, ce n'est pas le matériau bois. Il n'y a pas de bois, on ne parle pas de ça. Mais par contre, on parle d'un métier qui est celui de l'agencement, on parle d'un métier de l'aménagement. Et on a effectivement face à nous un matériau qui présente un certain nombre d'avantages. Il y a un gain de poids. C'est moins fragile, entre guillemets, que le verre. Ça casse a priori moins. Enfin, je ne veux pas faire le commercial. Non, tout à fait, oui. J'ai oublié les principaux arguments, effectivement. On est aussi dans une situation, c'est ça qui a aussi séduit, où l'agenceur garde la main sur son process. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'un sous-traitant à qui il va demander des découpes de verre, et ça doit être fait au millimètre. Chacun sait que dans l'agencement, on doit faire des retouches, on doit réadapter en permanence. Et donc, si vous faites une commande et il faut faire un réajustement de quelques minutes, vous ne pouvez pas. Là, vous pouvez. Donc, finalement, on accompagne, on permet à l'agenceur d'être beaucoup plus autonome, d'être beaucoup plus indépendant et d'aller chercher des marchés peut-être qu'il n'a pas aujourd'hui, faute d'avoir effectivement son réseau et le process. Donc, avec ça, on lui simplifie la vie. Oui, j'ai pas compris. C'est bon. On simplifie la vie. Oui, c'est ça. Et puis bon, voilà, on permet aussi l'accessibilité à tout le monde, aussi bien le client industriel, le cuisiniste, etc., que le petit menuisier agenceur qui va pouvoir commander nos produits très facilement. D'accord. Merci beaucoup. Vous pouvez partir avec votre trophée et puis vous pouvez encore applaudir. Merci. On prend un petit temps pour la photo. Et donc, notre 5e lauréat, et je rappelle qu'il n'y a pas de classement, chacun a le même prix. Oui, c'est donc pas le dernier lauréat. Donc c'est pas le dernier lauréat, c'est le 5e. Et je crois qu'on aurait pu distinguer d'autres entreprises. Malheureusement, il faut choisir. Oui, vous n'aviez que 5 finalement. On avait 5 choix, on aurait peut-être pu proposer 6, mais dans ce cas-là 7, 8, 9, enfin bref. Donc je suis un petit peu déçu pour les autres, parce qu'il y a de l'innovation dans toutes les entreprises qui se sont présentées à nous. Et on a plutôt souhaité distinguer cette 5e entreprise, qui est l'entreprise SFS, pour ces nouveaux systèmes d'accroche de bac acier en toiture,
qui, de notre point de vue, font gagner énormément de temps aux compagnons poseurs de solutions bac acier. Alors on va demander Je voudrais M. Varaka de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Eh bien, allez-y, parlez-nous de ce système. Donc, le système Rodeo est un système donc, de vis pour fixation de bac acier donc, sur tout type de support, charpente bois, charpente métallique. Et donc, la innovation sur ce système, c'est on enlève le cavalier et on fait la fixation simplement avec une rondelle d'étanchéité qui présente plusieurs points d'étanchéité. Et la étanchéité est garantie par le bac acier qui vient bien remonter jusque sous la rondelle avec le filetage qu'il y a sous la tête. Alors, toujours la même chose pour le néophyte que je suis. Qu'est-ce qu'on faisait avant et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça va beaucoup plus vite, c'est ça? C'est beaucoup plus simple? Donc voilà, ce nouveau système est une fixation tout en un qui supprime le cavalier et la rondelle d'étanchéité. Et donc tout est déjà prémonté sur la vis. Donc ça fait un gain de produit, d'une part pour le transport, les cavaliers qui prenaient beaucoup de place. Il n'y a pas de prémontage à faire sur le site. Tout est déjà fourni en place. Alors, je vais dire un peu comme le clou en bois tout à l'heure. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Alors on est sur une solution qui est hors DTU, donc qui est hors du système normatif traditionnel. Du coup, on y pensait un petit peu avant, mais il y a eu toute une partie donc, de validation technique du produit avec des essais dans des caissons de vent pour garantir donc, la tenue dans le temps, la tenue du produit sur la structure et l'étanchéité du bac en couverture sec. Donc aujourd'hui, on a toute cette garantie. Vous êtes passé par l'avis technique, comment ça se passe? Alors on est passé par une enquête de technique nouvelle dans un premier temps, avant donc de voir comment évolue le produit et comment on peut continuer à valider le système. Comment les entreprises que vous voyez aujourd'hui sur le salon accueillent ce produit, accueillent cette vis? Ce produit est bien accueilli par nos clients. C'est vrai qu'ils trouvent vraiment un gain de temps, un gain aussi sur les transports, parce que donc, des colis plus petits, beaucoup moins d'allers-retours à faire sur la toiture pour apporter les produits aux différents endroits où ils devaient être posés. Donc sur les grandes étendues de bac acier, il y a beaucoup moins d'allers-retours sur la toiture ou de produits à transporter. C'est du 3 en 1 en fait. C'est du 3 en 1 qui fait vraiment gagner du temps à la mise en œuvre. C'est vraiment un service qui est proposé pour aller jusqu'au C'est pour le poseur. Hein, voilà, pour le poseur. Pour le poseur. Qu'est-ce qui vous a plu, membre du jury, dans ce produit, dans cette vis? C'est juste simple. C'est-à-dire qu'effectivement, on passe de 3 références à gérer à une seule référence. Je passe sur les détails de couleurs et autres. Mais en tout cas, effectivement, on a un processus de pose qui est grandement simplifié. Et voilà, il paraît que la simplicité, c'est la quintessence de la complexité. Et bien voilà, un produit simple qui répond parfaitement aux attentes des opérateurs. Alors, c'est un petit peu dommage parce que c'est une innovation totalement transparente pour le client final. Parce que le propriétaire du bâtiment, lui, il n'a rien vu. Oui. Donc c'est plutôt sympathique de distinguer par ce prix une innovation qui va être cachée à peine posée. Innovation cachée à peine posée. Merci. Vous pouvez l'applaudir et repartir avec votre trophée. Donc on arrive au terme de notre échange et au terme de ces remises de prix. Effectivement, quelque chose de très hétérogène, hein, de la grande simplicité, des choses qui paraissent très complexes et qui vont rendre beaucoup de services. Un dernier mot, une conclusion sur ces trophées. Je ne vais pas parler de ces trophées-là, j'ai presque envie de parler des prochains. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour les prochains? Je le disais tout à l'heure, l'innovation, de mon point de vue, c'est une question d'état d'esprit. Et je crois qu'il faut absolument que dans les entreprises, on puisse libérer les esprits d'une certaine manière et permettre à chacun, là où il est, dans son poste, que l'on soit opérateur, chef d'entreprise ou autre, ou même commercial, parce que l'innovation, c'est aussi dans le service, on l'a vu, eh bien, de permettre l'émergence de ce foisonnement d'idées. Très souvent, on s'aperçoit qu'on a la solution, elle est à portée de main, elle est là. Et il suffira à un moment donné de réunir les conditions. On parle beaucoup aujourd'hui de l'alignement des planètes. Il faut réunir les conditions qui permettent à l'innovation de s'exprimer. Et je reste intimement convaincu que cette filière bois à laquelle je suis particulièrement attaché, eh bien, va pouvoir continuer à progresser, gagner des parts de marché, justement en allant au-delà de l'habitude du métier traditionnel et en se tournant vers les nouvelles technologies. Nos jeunes générations ont été biberonnées à la tablette. Eh bien, il faut en faire une force. Il ne faut pas regretter l'ancien temps. Il faut regarder devant et faire confiance. Et l'innovation sera là.
Faire confiance et l'innovation sera là. Ce sera le mot de la fin. Merci, merci beaucoup. Je vous demande encore d'applaudir les lauréats. Et donc rendez-vous pour la prochaine édition et on verra s'il y a beaucoup de tablettes ou alors si on a encore des petites solutions comme le clou en bois ou la vis que l'on vient de voir qui sont finalement très simples et attendues depuis longtemps. Merci, merci beaucoup. Donc c'est à retrouver, une émission à retrouver sur Batijournal TV mais aussi sur le site d'Eurobois 2018 et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci, à bientôt.